Il a été arraché à sa mère depuis longtemps et il est devenu musulman. En Suède, une libération d'esclaves est négociée dans les années 1750. Le capitaine Marcus Berg est resté esclave 2 ans à Fès avant d'être libéré contre une rançon. Le 10 mai 1757, Berg revoit enfin Stockholm après un voyage de 10 mois. Sa femme est morte et ses biens confisqués. Berg couche ses mésaventures sur papier. Son récit est publié, mais il tombe aussitôt dans l'oubli. Il meurt à 47 ans, 4 ans seulement après son retour au pays. Marcus Berg et une grande partie de son équipage ont fini par être libérés. Mais la plupart des marins européens, réduits en esclavage, sont morts en Afrique du Nord, où se sont convertis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vous disent moi, ma grand-mère, arrière-grand-mère était une esclave ou elle a été achetée. Et ils le savent, oui, certaines familles le savent. Hein, ça, ils savent qu'ils sont descendants d'une Yougoslave ou d'une Turque scandinave. Vous voyez, blonde, aux yeux bleus, très clairs, d'autres brunes, d'autres moyennes. Il y a de tout. À Marrakech, il y avait des quartiers réservés aux esclaves. Cela donnait naissance à une culture d'esclaves. On y trouvait aussi bien des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Anglais, des Espagnols que des Français. Gudridur et les autres esclaves d'Alger ont une longue route devant eux avant de revoir leur patrie. Ils voguent vers Marseille, puis Narbonne avant de traverser le sud-ouest de la France vers Toulouse. Ils empruntent la Garonne pour rallier Bordeaux avant d'embarquer pour l'Angleterre, puis Amsterdam. Une fois en Allemagne, à Glückstadt, ils rencontrent le roi du Danemark qui les interroge sur les défenses d'Alger. Ils arrivent finalement à Copenhague à l'automne de l'an 1636. À Copenhague, un jeune étudiant en théologie de 22 ans, Hallgrímur Pétursson, est chargé de leur rééducation religieuse. Il doit rafraîchir leur foi luthérienne. Il tombe follement amoureux de Gudridur Simonardóttir, âgée alors de 38 ans, soit 16 ans de plus que lui. Elle avait beaucoup de charme et elle savait s'y prendre avec les hommes. Plusieurs sources nous disent qu'elle est très vite tombée enceinte, alors même qu'elle devait retrouver son cher mari sur les îles Westman. Gudridur apprend alors que son mari est mort en mer. Elle se remarie avec Hallgrímur Pétursson. Au printemps, elle se rend en Islande avec lui. Les jeunes époux s'installent sur l'île principale et non aux îles Westman. Hallgrímur devient pasteur. Il entre dans l'histoire comme l'un des plus grands poètes de son temps. La réputation de Gudridur, quant à elle, reste longtemps entachée de mépris. On la tenait pour une païenne. On l'accusait d'avoir abusivement séduit un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Les gens étaient méfiants à son égard, ce qui explique le surnom dont on l'avait affublé, Tirkia Gouda. Tirkia voulant dire turc.
personne ne sait ce qu'il advint de Solmundur en Afrique du Nord. Gudridur Simonardottir, elle, a survécu à son mari et à presque tous ses compagnons d'infortune esclaves à Alger. Elle a vécu jusqu'à 84 ans. C'était une femme forte, une battante, qui avait des talents remarquables pour la survie. Le navire Sol rentre de Naples en Espagne. À son bord, un soldat espagnol. Il s'appelle Miguel. Un voyage fatidique pour celui qui devait devenir l'un des plus grands écrivains du monde. Le 15 septembre 1575, le Sol est attaqué par des pirates nord-africains au large de la Catalogne. Au large de Barcelone, ils sont capturés par un groupe de corsaires algériens dont le capitaine s'appelait Dali Mami. La bataille est rude. Le capitaine et de nombreux marins et soldats y laissent la vie. Maria Antonia Garcés est une des spécialistes mondiales de Cervantes. Cervantes est capturé avec son frère Rodrigo. Il trouve une lettre de recommandation dans sa poche et il pense qu'il est un personnage important, qu'il était capitaine dans l'armée ou agent secret, quelqu'un de très important. Donc ils mettent sa tête à prix pour une très forte somme, 500 escudos d'or, ce qui pour l'époque correspondrait à 25 000 $. C'est une somme énorme et on l'amène en captivité à Alger. Je passais quelque temps prisonnier dans ce que les Turcs appellent un bagnio. C'est là qu'ils emprisonnaient les chrétiens, les gentilshommes et officiers du roi, et ceux qui avaient des charges publiques dans la ville. Je vécus dans ce bagne avec d'autres nobles et hauts dignitaires qu'on gardait pour demander une rançon. Comme j'étais capitaine, j'étais en compagnie des nobles et de ceux dont on espérait qu'ils rapporteraient gros. On me mit une chaîne et un boulet pour signifier que j'étais un captif en attente d'une rançon. On nous forçait à faire des travaux harassants pour nous pousser à demander cet argent. Il y avait deux bagnos principaux. Le bagno de la Bastarda, où étaient enfermés les esclaves ordinaires, et le bagno royal, ou du gouverneur,
où étaient Cervantes et des aristocrates, ceux dont on pouvait espérer de fortes rançons. Cervantes s'est retrouvé à plusieurs reprises à l'isolement, entravé par des chaînes sur tout le corps. Nous étions nus, tourmentés par la faim. Mais ce qui nous tourmentait le plus, c'était les atrocités quotidiennes commises sur les chrétiens. Tous les jours, quelqu'un était pendu ou fouetté ou se faisait trancher la langue sans véritable raison. Il était clair qu'ils ne le faisaient que pour apaiser leurs pulsions sanguinaires. Il lui est souvent arrivé de voir ses compagnons de captivité torturés. Lui-même a été menacé de mort. On l'a conduit à une fausse exécution. Le gouverneur, qui s'appelait Hassan Pacha, lui avait annoncé qu'il serait pendu. Les Turcs sont la classe dirigeante en Afrique du Nord à l'époque de Cervantes. Ils dominent les Maures et les Berbères. Cervantes se retrouve au niveau le plus bas de la société. C'est un esclave à Alger. Il partage le sort de nombreux Européens en Afrique du Nord. L'humanisme n'existe pas encore. C'est une époque violente. À bien des égards, la violence apparaît comme banale. C'est la toile de fond de la vie. Car la vie est violente. Les guerres, les famines, les épidémies, les tortures sont choses courantes. Les règles sociales, elles aussi, sont violentes. Les maris ont des comportements violents avec leurs femmes, leurs enfants, leurs domestiques. De même, le Seigneur est violent avec ses paysans et le roi avec tout le monde. La violence est la norme. On s'attendait à ce que la vie soit violente. Il n'y avait rien de choquant à cela, ça faisait partie du paysage. On étudie l'œuvre de Cervantes depuis des siècles. Mais on s'est peu intéressé aux 5 années qu'il a passées en captivité. Pourtant, ces années ont changé le cours de sa vie. Si Cervantes n'avait pas été fait prisonnier par les pirates musulmans en 1575, il serait vraisemblablement devenu général et aurait combattu les protestants flamands. Il aurait probablement eu une brillante carrière militaire. Mais il en a été autrement. Au lieu de cela, il est devenu esclave en Afrique du Nord et finalement écrivain. Il est l'auteur de ce que l'on considère comme le premier roman moderne de la littérature européenne. Cervantes est capturé par des corsaires d'Afrique du Nord qui sont financés par leur gouvernement. C'est la conséquence d'un état de guerre qui existe depuis le début du XVIe siècle entre l'Europe chrétienne et l'Afrique du Nord musulmane. Les menaces les plus sérieuses viennent du Maroc, de l'Algérie, de Tunis et de Tripoli. Pendant des siècles, le recours aux corsaires pour faire la guerre était tout à fait admis. Ce n'était pas seulement la règle en Afrique du Nord, c'était aussi pour les États européens une des principales ressources pour leur guerre navale. Comme ils n'avaient pas de flotte régulière, ils louaient les services de mercenaires dont le rôle était de harceler l'ennemi.